Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% foot européen avec cette année. On va avoir une vraie collaboration entre toutes les médias Foot US France avec qui on s'entend bien. Ce sera les mêmes personnes que l'an dernier, ils seront toujours là, mais cette fois on va citer tous les noms. Ce sera plus le podcast de The Playoffs, c'est le podcast des équipes de The Playoffs, de l'After Foot US représenté par Steph, de Spring Football News avec Julien et de Wake One avec mon Wake qui seront là toute la saison de l'EFA 2026, donc dont on va parler aujourd'hui. Alors on va commencer déjà par vous présenter donc ces personnes-là. Mon cher Steph de l'After Foot US, comment ça va mon Steph? Salut à tous, salut mon Flas, ça va très bien, je te remercie. Après un week-end français riche dont on débattra mercredi, mais ravi d'être ce soir là et de cette collaboration qu'on a mis en place depuis quelques mois déjà quand même, et là on le fait un peu plus officiellement, on va dire, et c'est pas plus mal. Tout à fait. Le mercredi, c'est donc le live sur YouTube de l'After Foot US pour parler de la D1, du championnat de D1, mais aussi parfois un petit peu d'Europe quand Ouais. l'actualité l'impose. On a aussi un petit peu de football européen qui revient. Mon Jus de Spring Football News. Salut Jus, comment ça va? Salut tout le monde, ça va bien, content d'être là encore une fois pour parler de la scène du football américain en Europe et puis essayer d'aider les gens un peu à comprendre tout ce qui se passe. Mon Wake est là. Salut mon Wake, comment tu vas? Salut à tous. Écoute, ça va, enfin ça va pas. Les Molosses ont toujours pas gagné le match. Voilà. En plus, je me fais chambrer parce que mon équipe a perdu au Super Bowl. Enfin bref, alors là, si je croise c'est quelqu'un qui fait ça, je peux te dire que ça va mal aller pour lui. Je te le dis tout de suite. Et ce sera c'est ça. Et ce sera mon traducteur officiel, comme d'habitude, puisque nous Voilà. avons notre invité récurrent, mais qui nous fait toujours le plaisir de venir nous voir pour nous expliquer tous les déroulements de la Ligue. John McKeon est avec nous. Hi, John. Hi John. Hello John. Hello. How's everyone? Good on you. Great. Nous, tout va bien. Alors, on va déjà commencer par reparler, mon Wake, de ce nouveau divorce entre le FA et le LF, parce que la dernière fois qu'on a eu John avec nous, il nous présentait le LF 2.0. Sauf que depuis, ça a encore divorcé. Le FA et le LF se sont à nouveau séparés. Alors, quelles sont les raisons de cette nouvelle séparation? Alors, tu veux que je pose la question à John, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, Non, ok. Non, parce que sinon, j'allais te donner les... Oh, je sais que tu as les réponses. On débriefe tout seul et c'est ça. Bon, John ne sert plus à rien. On va chercher l'info à la source directe. C'est So, ça. John, last time you were with us, you announced that the ELF and the EFA were back together, working in a new league. But a couple months later, there was announced a new split between the EFA and the ELF. Can you explain us why? What happened that changed your mind? Hi, first of all, guys, thanks for having me. It's good to catch up. There's obviously been a lot of events that have happened since last time we talked, and obviously you and I keep in touch in the background. But yeah, back in, I think that was December. There was in early November there was an agreement between the EFA and the ELF. It was based on some conditions being met around financing and accounts payable and whatnot. Basically, the investors that were kind of the architects of putting the deals, the two sides back together. There's a lot of conditions that weren't met, or there was due diligence that was discovered during the process that basically kind of pulled the plug on the deal. So basically, as of I think it was December 18th. When everything was supposed to go through, the deal ended up being kind of canceled because of things that were discovered during the due diligence process. Ok, donc en fait, ils avaient trouvé un accord au mois de novembre, un accord avec le LF. Quand je dis ils, c'est le FA avait trouvé un accord avec le LF en novembre, donc un accord au niveau du financement de la ligue et surtout du remboursement des dettes. Et aussi au niveau des investisseurs. Donc voilà, ils étaient tombés d'accord. Sauf que malheureusement, certaines promesses n'ont pas été tenues. Et donc, ce qui a fait que l'accord était caduc, tout simplement. Il n'a pas pu être validé, entériné
comme on dit, au mois de décembre. Il devait être entériné au 18 décembre, si je me trompe pas. Ouais. Et ça n'a pas pu être le cas, donc c'est pour ça qu'on a de nouveau. En fait, on n'a pas vraiment de nouveau. L'accord n'a jamais vraiment été entériné. Ouais. Ça s'est jamais finalisé, quoi, au final. Très bien. On a quand même une bonne nouvelle dans le camp de l'UEFA. C'est l'arrivée ces derniers jours des Munich Ravens qui ont donc décidé de rejoindre l'UEFA pour la saison 2026. Est-ce que John peut là aussi nous expliquer les dessous des négociations avec les Ravens qui ont longtemps hésité entre la FLE et l'UEFA? The great last news that came a couple of weeks ago was that the Munich Ravens officially joined the EFA. Can you take us a little bit behind the scenes in that deal? What happened? Because we know that Munich really hesitated between joining the EFA or the other league, the EFLE, but they finally decided to join the EFA. So what went into that decision? As far as Munich joining the EFA? Yeah. So, I mean, essentially, there was two different term sheets that were on the table. There's two different deals, or two different models. That's kind of where the big split has been between the AFLE and the EFA teams. And the Munich owners looked at the term sheets and they chose the path that they thought was best for their team, best for football in Europe, best for a future league going forward. And I think that's kind of what it came down to. Ouais, donc en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part que en fait, les deux ligues ont proposé leurs conditions chacune. Donc c'est vrai que le split, il est vraiment sur les modes de fonctionnement des ligues. Donc la FLE et l'UEFA ont chacune posé leurs conditions et le fonctionnement de leur ligue aux yeux des Munich Ravens, qui ont tout simplement décidé de choisir l'UEFA parce que pour eux, c'était peut-être la meilleure décision à faire pour leur équipe, tout simplement. Très bien. Est-ce qu'on a des détails? Alors, on a parlé déjà du format global de la compétition en UEFA l'an prochain. Ce sera donc une poule unique avec 7 équipes, 12 matchs, une saison qui durera 14 semaines. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les dates, par exemple, de début, ou au moins à quel mois est-ce que la compétition se jouera? So we now know how the league is going to work. Schedule-wise, one division with all the team playing each other twice. So, do you know when around which time the league is going to start? The games are going to start this season. Yeah, we're actually really, really close on the schedule, which is exciting. We're kind of finalizing some final availability and dates. But the rough outline is it's very similar as last year, with week 1 occurring in mid-April and ending in mid-August. 14-week schedule, 12 games, 2 byes. It's for any of those who's followed the league over the last the ELF for the last 5 years, it's a very similar format and structure. Ok, donc en fait, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à l'ELF. C'est des matchs qui vont commencer mi-avril et qui vont se terminer, en tout cas on parle de la saison régulière, mi-août, d'accord, avec 2 bye week par équipe. Je peux poser une question justement sur les bye weeks. I have a question about the bye weeks, John. What is the decision to keep the 2 bye weeks with only 7 teams? Is there another scenario where you choose only 1 bye week, or you wanted to keep those 2 bye weeks? Yeah, I mean, with 7 teams, obviously with the round robin format, every team, it works out perfectly, because with every team, every week one team will have to be on a bye, and because you play everybody twice, that equals the 6 games that your 6 home and away games against each opponent, and then there kind of has to be 2 bye weeks with that many teams.
Ok, it's good. Je vais traduire. Donc, ma Vas-y. question, c'était sur les bye weeks, parce que vu qu'on est sur 14 semaines de saison régulière, chaque équipe joue 12 matchs, donc il y a 2 semaines de bye week. Et dit, en fait, là, avec la composition de la ligue, chaque semaine, on va avoir une équipe qui sera en bye week, donc ça fait une rotation un peu assez logique, quoi. Donc voilà, si jamais il y avait quelqu'un qui se posait la question, pourquoi toujours 2 alors qu'on se retrouve à cette équipe, il aurait peut-être pu avoir qu'une. Voilà, c'est une question, c'est un peu logique. Et puis, au moins, ça fait un peu avoir le même calendrier que l'année dernière, qui serait de mai à mi-avril à août, quoi. Oui, parce que de toute façon, on sait que de toute façon, en ELF, il y avait 12 matchs de saison régulière. Oui, Là, il y la en même a chose. 12 aussi. Donc, au final, Non, le c'est la même nombre chose. d'équipes ici n'est pas tellement relevant, comme on dit en anglais. C'est N'est le pas tellement format, important, quoi, puisque, c'est tout. oui, c'est le format qui fait qu'en fait, on a, quoi qu'il arrive, de bye week, quoi. Est-ce que John peut nous dire à quel moment est-ce que le calendrier sera diffusé? Il a dit dans les prochains jours. On peut attendre, disons, d'ici fin février? When is the schedule officially coming out? Is it end of February, or when do you plan on releasing the schedule? Yeah, like I said, we just got the way that the schedule making works is we put together a draft based on everyone's availabilities, and then it kind of goes back to the teams, and everyone validates those dates to make sure it works with their home stadiums or home calendars. And so that's the stage we are in right now. There was a draft issues where all the teams are reviewing that and then giving our feedback to the center, and we will make a decision from there. So yeah. Hopefully, I mean, I think the goal is as soon as possible, because I think everyone is very eager for the schedule to come out. Oh yeah, I can tell you that much. Donc oui. J'aime bien le oh yeah. Les équipes... Non, C'est naturel. On attend tous le calendrier, et c'est normal. En tant que fan de foot américain, on a besoin de se projeter. Et là, ça tarde, et en fait, ils font un brouillon, draft, une version d'essai. Donc quand la NFL fait ses milliers de calendriers, puis qu'à la fin, on C'est ça. C'est ça. Donc ils font leur calendrier brouillon qu'ils envoient aux équipes. Et donc, chaque équipe doit valider en fonction de ce qu'elle peut faire, du stade et des disponibilités du stade, etc. Donc, il y a plein de critères que les équipes doivent prendre en compte pour valider un calendrier. Et donc, ils en sont à ce stade-là où les équipes ensuite donnent leur feedback pour dire, OK, moi, je peux tel week accueillir, je peux me déplacer, etc. Et donc, une fois que toutes les équipes auront donné leur feedback, on pourra avoir en fait un calendrier. On est encore dans la phase de discussion, donc d'affinement entre guillemets du calendrier, de savoir qui va jouer où à quel moment. Donc c'est pas encore fait, mais il espère que ce sera très bientôt réglé. Il y a un truc juste, par contre, je vais essayer de la poser en anglais, je vous jure, si vous vous moquez de moi, je vous bute. Non, mais sinon, Wake, il en rajoutera. John, for the stadium, have you got a choice? Have you got, for the start of the season, have you got a choice one stadium for start the season? We're gonna play across at least two different stadiums this year. Okay. A lot of it, I think I mentioned last time to Wake how it's a challenge. Stadiums are a challenge just because of other tenants and how they get used. A lot of the stadiums we look at are obviously soccer stadiums, and they regrow their grass in the summer. So there's like blocks of time in the summer where they don't want anyone using the field. So long story short, yes, we'll be playing across at least two different stadiums this summer. That's kind of will be announced as we announce the schedule. Ok, très bien. Ok. Mon Jules, tu avais une question sur. il faut que oui, traduit. Mais pourquoi alors, en résumé, moi, si je traduis ce que j'ai compris, mais en résumé, c'est qu'ils ont deux stadiums ils ont deux stades pour cet été qui ont été listés. C'est ça. Voilà, en fait, vous avez vu, ça vous épate, ça, hein. C'est la meilleure d'épisode d'un épisode, Steph. Non, mais en vrai, voilà, comme l'a dit Steph, ils vont et John, ils vont au moins jouer sur deux stades. Le au moins est très important, donc on ne sait pas, c'est peut-être 2 ou 3. Parce que il y a plein de contraintes, notamment parce que ce sont des stades de soccer, comme on dit, qui auront des contraintes l'été parce qu'ils doivent faire repousser leur gazon, etc. Donc il y a des blocs il y a un temps où les stades ne sont pas disponibles pour cette raison-là. Donc ce qui fait qu'il faut trouver plusieurs stades. Et donc ils sont en train de chercher, de finaliser les deals.
Et donc, ils essaieront plutôt d'annoncer en tout cas, Paris essaiera d'annoncer son stade, enfin, pas son stade, ses stades, à la sortie du calendrier. Donc on est sûr qu'il y aura du changement par rapport à l'année dernière, puisqu'on aura au moins 2 stades donc pour les Paris Musketeers cette saison 2026. Mon Jules, tu avais une question sur le ELF. I have a question about the ELF. What is the position of EFA team when the ELF is talking about some EFA teams are still under contract for the 2026 seasons? Yeah, It's just a boring situation for all the teams because we know that someone in the ELF really saying some big bullshit every month. Jules, il se lâche. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de fil. I mean, like obviously there's ongoing say legal sensitivities whenever you get contracts involved, but yeah, I can speak about the Musketeers. I mean, the Musketeers, we don't have a contractual relationship with the ELF, and that's why and we've been working hard since obviously the intention was not necessarily for the EFA to the EFA wasn't founded necessarily when it was founded to be a league, but it has evolved to that place. And the excitement internally about the competition level and the teams that we're going to play against, the brands we're going to play, just how well ran all the organizations are in the EFA. I think this league is going to be probably the most exciting football that Europe has seen because of the quality of the content, the quality of play, and just week over week, it's going to be, there's going to be 3 games every weekend that are going to be, good against good every weekend. And I think it's really exciting. Yeah, it's like, as far as, obviously there's a lot of noise out there and it's confusing to fans and press and to even our players and coaches. It's confusing, all this noise that's going on. And it's disappointing because it's, we're all trying to do something that's good for our markets, our teams, our fans, and our brands. And with all the moving parts, it can be confusing. So we're hoping that the EFA is because what the EFA was set up for was to protect the teams, to build sustainable structures that are going to allow teams and players and coaches to have reliable week after week infrastructure that's going to support the growth of our sport that we all love in the markets that we care about. So again, I can't really go deep into like what other people are doing necessarily because it's all speculation, but I can speak very strongly about the Musketeers and our vision and our future and where we're going. Ok, I'm gonna just short translate. Donc ma question, c'était, en ce moment, le ELF fait croire que chez eux tout va bien et que les équipes vont jouer une saison 2026 en ELF, en disant qu'il y a des équipes particulièrement de l'UEFA qui seraient encore sous contrat en ELF. Donc pour le cas des Paris Mousquetaires, comme vient de dire John, les Paris Mousquetaires ne sont pas en contrat avec le ELF. Il est revenu un peu aussi sur le fait aussi, il y a eu beaucoup des annonces comme ça qui étaient faites du temps aussi que quand l'UEFA n'était pas encore tellement structuré en tant que ligue, et là c'est le cas, ils sont vraiment structurés et ils mettent en place leur saison. Donc eux, leur but, c'est de s'assurer que tous les clubs, que ce soit sur et en dehors du terrain, soient le plus compétitifs possible pour avoir un bon produit sportif et des structures en bonne santé et qui se développent. Donc ils ne prendraient pas le risque d'annoncer des trucs si les franchises... et on l'a vu là, il y a souvent aussi en ce moment, il y a les Raiders qui font... Le propriétaire des Raiders fait aussi des confirmations pour dire qu'ils vont jouer en UEFA. Donc voilà, il dit il y a beaucoup de bruit. Ça peut être un peu la confusion pour les fans. L'année dernière, on n'avait qu'une ligue. Là, on en parle de 2, voire peut-être 3 des fois. Donc tout de suite de confusion, mais voilà, il faut un peu analyser tout ça et voir qui dit des choses vraies, qui dit des choses fausses. Voilà, donc c'était faire le petit segment ELF parce qu'il y a un moment, c'est un peu aussi casse-pied de voir le ELF toujours dire que les franchises seraient sur contrat, alors que le ELF n'a pas respecté plein de contrats et que le surge a disparu, quoi. Voilà, rien que ça. Je reviens sur la structure de la saison 2026 de l'UEFA.
Je ne sais pas si John aura le droit de nous répondre à cette question, mais on va quand même la poser. Est-ce qu'il sait et est-ce qu'il a le droit de nous dire le nombre d'équipes qui seront qualifiées pour les playoffs? Bonne question, ouais. Okay. Do you already know how many teams are going to be qualified to play in the playoffs? Yeah, I think we're going to do a 4-team format, like a 4-team format. Top 4 seeds, 1 and 4, 2 and 3 would play, and then those would meet in a championship. Great. Donc ça va être, ça devrait, alors pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que ce soit les 4 meilleures équipes qui soient qualifiées en playoff de saison régulière. Donc le numéro 1 qui va jouer contre celui qui va finir en premier va jouer contre le 4e et le 2e contre le 3e. 2 contre 3 quoi. Okay. Et ensuite les vainqueurs des demi-finales bien évidemment vont se rencontrer sûrement sur le terrain de la meilleure tête de série probablement. Je sais pas, tiens, je vais lui demander. The championship game is going to be at the number 1 seeds, the higher seeds is going to be played in the higher seeds stadium? Je pense pas. No, we're looking at a neutral third-party stadium, a larger venue, and again, those we're having conversations with probably 5 or 6 different stadiums right now. So that has not yet quite been decided. That's part of the reason why the schedule's not out as well, because a lot of the availability of the stadiums, confirming the championship home location and dates is tied to a lot of kind of like the back scheduling. So whether it happens at the middle of September, early September, end of August, that the final stadium selection helps influence basically everything that happens before it. So yeah, there's a lot of those conversations also happening right now. But yeah, it'll be a third-party stadium. Ok. Donc ce sera un stade en terrain, enfin ce sera une finale en terrain neutre. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le calendrier n'est pas encore sorti, parce que justement en fait cette finale, l'organisation de cette finale et de cette finale de championnat, eh ben elle influence aussi beaucoup ce qui se fait avant. Donc est-ce que la finale va se faire début septembre ou fin août? En fait, tout ça a une incidence sur le calendrier précédent, notamment des playoffs. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord sur tout ça et qu'ils trouvent un lieu, parce qu'ils ont parlé à 6 ou 7 différents stades, mais ils n'ont pas encore trouvé d'accord. Très bien. Quelques petites questions, notamment une question. Alors je sais, toi, mon Wade, que tu as la réponse, mais on va la poser à John. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions menées avec la FLE et avec des équipes de la FLE pour agrandir le nombre d'équipes en UEFA? Were there discussions between the EFA and some EFLE teams for them to join to have a bigger league? Yeah, I mean, there's been talks between the EFA and the AFLE as a whole. There's been talks between the EFA and some individual teams. But yeah, I mean, the community is small. We all know each other. We've all been playing together for years. There's a lot of mutual respect on both sides of the table. So yeah, there's a lot of conversation kind of always happening. Oui, il y a des discussions, il y a eu des discussions, parce qu'en fait, voilà, c'est le monde du football américain en Europe est très petit, tout le monde se connaît, tout le monde a joué ensemble. Donc voilà, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions, très bien. On continue à parler un tout petit peu de la FLE, juste pour demander à John quel regard il porte sur cette nouvelle ligue et sur la concurrence de la nouvelle équipe parisienne aussi, des Paris Lights. What are your thoughts about the EFLE, the league as a whole, and what are your thoughts also on the new Paris team? Sorry, so what's the question exactly again? Yeah, what are your thoughts? What do you think about the EFLE as a whole, the league EFLE, AFLE, excuse me, and the Paris Lights, the new team that was announced last week? I mean, honestly, I don't think that much about what's going on with the AFLE. They, I mean, like I said at the beginning of the call, there's a pretty vast difference in the way the EFA is structured and the way the AFLE is structured. And,
it's pretty fundamental, the differences. So it's a challenge to try to like find a middle ground. That said, like, again, we feel like we have the strongest teams, the strongest brands, the strongest markets, and we're really excited about building a structure and playing in a league that is going to provide the highest level of competition and the best product for sponsors, for TV, for fans in Paris and fans in other markets. So I mean, that's kind of what there's so much work happening, because it's not easy necessarily to stand up a league and put the competition in place, plus work on what we're doing in Paris, building our team, doing the private workouts, recruiting our team, setting ourselves up for success. There's so much work going on both those fronts that there's really little time for speculation or guessing at what other people are doing. Ok, donc oui, en fait, entre le FA et le LF, il y a tellement une énorme différence dans la structure de chaque ligue, qu'il est compliqué de trouver un terrain d'entente, si vous voulez, entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que John pense que le FA a les meilleures équipes en son sein, le meilleur marché, qui vont produire ils vont fournir le meilleur niveau de compétition entre les deux ligues en Europe cette année. Et donc voilà, il n'a pas trop le temps de s'attarder sur ce que font les autres ou sur les autres équipes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de se concentrer sur Paris et sur le développement des mousquetaires plutôt que de penser à autre chose. Question de Julien pour le FA. Does the EFA have headquarters or not? Do you need a headquarters like the AFLE in Hamburg? Or? Yeah. There's I thought all this was released in the press release that came out a week ago. So the EFA is it's based in Frankfurt. I think so it was in the press release. Yeah, so we're using Frankfurt. It's a German based company and based out of Frankfurt. Okay, thanks. Ok, donc c'est est-ce qu'ils avaient des QG, parce que c'est vrai que la FLE avait annoncé leur QG à Hambourg, et c'est vrai que c'était peut-être amplifié justement dans le truc de presse, et donc ils ont aussi un QG à Francfort. And one question about this topic, do you need to recruit a lot of people to manage the league? It's a new start, a new league, so do you need to recruit some people that coming from ELF maybe, or find a lot of new people for a lot of things? I mean, no, I don't think you don't need to find that many people. It's not like a huge undertaking. I would say there's like, probably 5 to 10 positions that are key to central league functions, whether it's operations or TV production or referees or media and stuff like that. So it's not a huge undertaking. And there's been a lot of, people who've either formally worked in pro football in Europe or that have come over and are already working with us. We've already hired a lot of people, actually, so it's not like we have much more hiring to do. Most positions are already filled, and I think a lot of the benefit of the EFA is that the teams have a lot of resources and bandwidth, because we've all been doing this for so long. We have great current employees, we have great former employees, we have great networks of people who are actually doing a lot of the heavy lifting at the league level right now. Now, like I said before, it's not necessarily easy to run your team and run the league at the same time. So that's why we are, this might be another follow-up question, but we're deep into the interview process with some very high-level CEO and commissioner type roles for the EFA. Who would eventually, take over day-to-day management of the league. But yeah, sorry. I don't know if that answers your question, but yes, there are people hired, and there are a lot more people kind of like coming into the mix.
Just translate. Ok, donc ma question, pour rebondir sur le truc que j'ai demandé pour le QG, c'est on a un QG, on a des employés. Et donc, ils disaient, en fait, ils n'ont pas beaucoup besoin d'employés, parce que on peut imaginer qu'avec la chute de la LF, on se dit, il y a plein de gens qui se retrouvent peut-être sans travail. Bon, il y a des nouvelles ligues qui apparaissent, donc ces gens-là rebondissent ailleurs, et puis on peut les recruter aussi des nouvelles têtes. Et donc, ils disaient, eux, à leur échelle, ils ont besoin que de 5 à 10 personnes pour s'occuper de la ligue. Donc, on imagine que voilà, c'est un petit groupe qui travaille au QG à Francfort. Et il expliquait que par contre, quand même, ça devient assez quand même conséquent au fil du temps et qu'ils vont annoncer un CEO, donc un PDG et un commissaire de ligue, donc comme Roger Goodell en NFL, comme là on a eu Patrick Ezoumé en ALF, il va y avoir un commissaire et un CEO qui vont quand même travailler beaucoup plus en plein temps sur la ligue en elle-même, et on peut imaginer qu'ils seront des partenaires pour la communication, les projets de développement de la ligue, par exemple quand Londres et Milan vont arriver l'année prochaine, voilà, il y a quand même du gros boulot à faire. Et c'est vrai que quand on regarde un peu comment fonctionne la ligue, on se rend compte que dans toutes les équipes, il y a des groupes de travail. Par exemple, Prague peut bosser sur la communication, les Raiders peuvent bosser sur un groupe de travail qui s'occupe des règles pour la ligue. Et c'est vrai qu'on comprend bien que le FA, c'est un petit QG, Francfort et tout, mais les ligues aussi, chacun a ses compétences, parce que chacun vient de grosses ligues. Voilà, on peut avoir les clubs qui ont autrichiens comme les Raiders, qui sont des piliers du football en Autriche, sont passés par le LF, maintenant ils sont dans leur troisième un peu structure. Donc il y a beaucoup d'expérience et c'est comme ça que ça structure. En fait, c'est l'expérience des clubs mêlée un peu à relancer une ligue, quoi. Steph? Alors, celle-là, je vais te demander l'aide de Wake parce que j'ai peur que John ne me comprenne pas. Est-ce que tu peux... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux lui... Lost Stefan. He got a question, but he disappeared. I'm back. I want to translate my prep sentences, and it's difficult. Est-ce que tu peux lui demander s'il y a des avancées par rapport à la diffusion et le mode de diffusion des matchs, en fait? Est-ce qu'ils savent quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'ils savent? Okay. Do you know more about the broadcasting of the league? Do you guys have a deal in place with somebody? How it's going to be broadcast, and who is going to be broadcasting the game? Yeah, again, a lot of really good questions. I would love to be able to give you. I know. Cutting. I'd love to be able to drop breaking news here. But we have signed one contract for a deal. I can't obviously. See, such good news that it blew it right off. It's a good news and left. It's a connection in France. I mean, it's a connection. Hotel, but with a woman. I said the name of the person while you left, so I can't say it again. Il a rien dit. Je sais ce que j'entendais, mais on voit pas, mais j'entends. No, but Tu traduis mon oui. You want to finish? C'est pas fini, pardon. Yeah, I'll just we have signed one deal, and there are many more kind of in the works. Again, this is we're building the bridge from scratch. We're building the plane as we're flying it, so to say. So we are. The good thing is that there's incredible interest with how popular the sport has been in Europe over the past couple of years. It's not like it's hard to get a deal. It's about finding the right deal and making sure the terms are right. And also, there's a lot of almost related to your legal question that you asked me before. There's a lot of legacy contracts that are out there. So those kind of have to be considered, and lawyers have to get involved. So I would say there's not a lack of interest. It's more of how quickly can we come to an agreement and a deal, and have as broad. Our goal at the EFA is to have as broad distribution of our products, everywhere, across OTT platforms, globally, in the United States and in Europe and everywhere else. But also OTA platforms on free to broadcast television in all the markets that the teams are in. So there's two different kind of workflows there, but there's tremendous interest in both.
Ouais, donc il y a un deal qui a été signé. John ne peut pas malheureusement encore l'annoncer. Oui. Il y a d'autres deals qui sont en cours de négociation. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par le fait de diffuser le LF, parce que c'est enfin, l'EFA plutôt, et le football américain en Europe, parce que c'est un sport qui a pas mal de buzz sur ces dernières saisons. Euh, donc voilà, il y a aussi le problème des anciens contrats ELF. Donc il y a tous ces deals à négocier avec les anciens partenaires de l'ELF. Et donc ça, comme ils sont encore sous contrat, donc c'est des questions juridiques qui peuvent ralentir en ce moment. Mais en tout cas, voilà, ils ont pour but de diffuser la Ligue au niveau mondial, que ce soit sur des chaînes alors, d'un côté payant, donc on aura aussi le côté pay-per-view et payant de l'EFA, mais aussi du côté des chaînes gratuites. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir une audience, une diffusion qui soit la plus globale possible. Et c'est ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment. Je profite que tu parles de cette audience télé pour répondre à des questions qui nous ont été posées sur notre propre podcast. Là, tu vas pas avoir besoin de traduire. Enfin, tu traduis si tu veux, mais tu fais comme tu veux. Juste pour préciser donc que le podcast sera comme l'année dernière toutes les semaines. On essaiera au maximum de faire ça en live sur Twitch. Donc, ce sera un podcast commun The Playoff, After Foot US, Week One et Spring Football News ensemble. Et on aura une partie sur les Paris Musketeers, bien évidemment, mais nous ne nous interdisons pas, et même normalement, nous aurons aussi une partie sur les Paris Slides, puisque si des gens qui travaillent dans l'environnement des Lights veulent venir dans ce podcast, faire comme John McKeon et répondre à nos questions, nous les accueillons avec le plus grand plaisir. On a toujours été transparent là-dessus. Nous avons 2 franchises en France et nous partagerons le temps d'antenne entre les 2 équipes sans aucun problème. Donc voilà. Pour les questions qui nous ont été posées, savoir si on parlerait aussi de la FLE, c'est prévu maintenant. On en parle aussi. On a des infos qui nous sont données parce qu'on n'a pas envie de dire n'importe quoi. Donc ce sera fait uniquement si les personnes ont envie de venir en parler. Voilà, tout simplement. Yeah. Tu veux que je traduise ou c'est bon? Enfin, tu traduis si tu veux. Ouais, C'est juste pour dire qu'on va parler des mousquetaires c'est toute quand la même nuit. mieux. yeah, I'm gonna quickly translate. So we're gonna do a show like we did the previous 2 or 3 years. I don't remember, years. but 3 years, the previous 3 years Tout, on ouais, on a weekly show about the EFA and the Paris Musketeers. And we also will be talking about the other league, the AFLE, if and the Paris Lights, if they want to join and talk about their league and their team. We open to talk to everybody. We just have to know if they want to talk to us and come on the show. But yeah, we're gonna be open to talk to everybody. We're just not just gonna be talking about everybody, basically. Juste, deuxième chose, on va parler la plus profondément des Paris Musketeers, puisqu'on va faire encore une petite vingtaine de minutes sur la saison 2026, et puis on a beaucoup de choses à parler avec le match NFL, notamment en France aussi, et les répercussions que ça peut avoir sur les Mousquetaires. Juste avant qu'on rentre dans cette petite séquence, je voulais remercier, et là tu pourras traduire mon wake, remercier tout l'encadrement des Paris Musketeers pour la soirée Super Bowl qu'on a vécue au Sullivan Bastille, notamment Nabil Marzougui qui a fait un très très gros travail, mais aussi tout l'encadrement des mousquetaires, John Booker, etc. On a vécu une très très belle soirée. On a eu la chance, nous, avec toi, mon Wake, d'être invité là-bas. On a vraiment vécu un très très bon moment et l'organisation était vraiment au top. Je sais qu'ils ont l'ambition de continuer ça les années suivantes et on sera à leur côté s'ils ont besoin de quoi que ce soit au niveau de l'organisation. Yeah, we just wanted to say that we really appreciated the watch party at Old Sullivan's for the Super Bowl. Even though the game was not and did not end how I wanted to, because my Patriots lost, but it is what it is. Yeah, but it was a really well organized event. We want to thank Nabil and everybody that participated in that organization. It was really a very nice evening, a nice organization. It went really well for us, and we really enjoyed it.
So we want to thank the Paris Musketeers and the people that were organizing this event, the O'Sullivans and everybody involved. Nice. Yeah, Nabil's fantastic. I mean, he did a great job putting that on, and I saw that you got the interview with Zach. So I'm glad you're there. Yeah. I got to interview Zach Edwards for the first time, actually. C'était la première fois. Yeah, for the first time, actually. So it was really nice. Ouais, c'était fort sympathique. C'était assez sympa. Alors on va parler donc de l'actualité aussi du foot américain en France avec ce match à Paris donc des Saints de la Nouvelle-Orléans. Maintenant c'est confirmé, donc on peut en parler. On va pas parler de l'adversaire parce qu'à ce qui paraît c'est secret encore. Le secret Le secret doit bien garder toute sa force. C'est pas parce qu'on est bon en France que les personnes doivent nous croire, quoi, sans déconner. Ouais. Et donc les Saints qui arrivent en France, quel impact ça a sur les Paris Musketeers? Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux Qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire avec eux? Yeah, we just the NFL announced that there will be a game played in Paris next season. It's going to be the Saints against. We don't know yet, even though we have a pretty good idea of who they're going to be playing against, but we can tell, even though we already told everybody, but it is what it is. How huge is that for football in France and for the Paris Musketeers to have a game being played in Paris? And how you guys plan on doing something during that game or before or after the game? Yeah, no, I mean, the news of which I think you guys were part of breaking that news from what I Mathieu from the US and Julien from Spring Football News broke that news for everybody. We have good sources. Yeah, I mean, obviously it's tremendous news for anybody involved in American football in France and in Europe. It's huge opportunity. There's a lot of. I was at the Super Bowl for meetings around the Musketeers for Wednesday, Thursday, and Friday before the Super Bowl, and it was I was talking. Everyone was so excited to talk about it and ask me my opinions and what was going on. So there's a lot of energy on the state side about playing a game in Paris. Everyone is very, very excited about it. We've been obviously our partnership with the Saints. We had a meeting with them just after, I think, just this past week, and the planning is already in full swing for events that we're going to do during our season all summer long and leading up through the season to their game. We've already been in contact with their advanced team on making sure that facilities and infrastructure and everything is kind of top notch for the Saints, and being as supportive and helpful to them as a resource on the ground is obviously a key asset for them, and we're excited to provide that for the Saints. But yeah, it's the amount of things that we are going to be able to do with them to help promote American football's growth in Paris and in France is ahead of this game is tremendous. Plus, as the build-up gets closer and closer to that game, there's going to be more and more things coming out. So I could say it's the calendar's in full swing, and it's going to be very, very exciting. Excuse me. Ouais, donc John a eu des réunions la semaine du Super Bowl avec, même pendant le Super Bowl, parce qu'il était sur place pour justement avoir des réunions avec les gens de la NFL et des Saints pour parler justement de cet événement du match qui sera joué au Stade de France pendant l'automne prochain. Les gens de la NFL d'ailleurs sont ultra contents, ultra excités du fait d'avoir un match qui se déroule enfin à Paris, parce qu'on en parle depuis des années. C'est quelque chose qui était un événement qui était attendu, je sais, pour les fans de foot US en France depuis plus de 30 ans. Donc c'est vraiment un événement historique. Ils sont déjà en train de bosser en plus avec les Saints. Ils ont déjà eu des réunions, des meetings, des calls, des discussions pour l'organisation. Ils vont servir de
de ressources sur place, de pied à terre pour permettre aux Saints de trouver les meilleurs, d'être au mieux en fait une fois qu'ils vont arriver en France et à Paris. Donc pour tout ce qui est logement, accommodation et tout ce qui va avec en fait le fait de recevoir une équipe NFL dans un pays, surtout un pays dans lequel elle ne s'est jamais rendue. Donc il est important que Paris puisse aider et être un soutien à ce niveau-là pour les Saints. Donc il y a plein de choses qui sont prévues, plein d'événements qui sont prévus pour déjà pendant la saison des Mousquetaires, une fois de plus pour hyper le match et donner aux gens de communiquer et donner aux gens envie de venir tout simplement le jour du match. Il y aura aussi des événements qui vont se faire un peu juste avant, donc la semaine, très certainement la semaine précédant le match. Et tout ça, ils sont déjà en pleine collaboration, en plein travail pour nous préparer une semaine et un match NFL qui est encore une fois historique en France. Si jamais les Saints cherchent les 4 meilleurs journalistes à inviter, il peut donner notre adresse. Yeah. If the NFL is looking for accreditation, media accreds to give out, we gladly accept them. On se déplacera jusqu'à Paris. No problem. We're gonna make the trip. There's no problem. As long as we get access, media access, we good. Yeah. Comme ça, l'invitation est lancée. And the food, very important, the food. So basically, John, if you know people that know people, we are interested. You can call me. Jules, t'avais pas une question? Non, sur le truc des Saints, non, c'est une bonne nouvelle. Et comme disait John, ça va monter en puissance. Ouais, on imagine peut-être avec des events pendant la saison jusqu'à l'arrivée du match fin octobre, je crois. Donc voilà, ça va être cool. Ça doit être ça. La date n'est pas confirmée. La date n'est pas confirmée. En brouillon du calendrier. Ouais, ils l'ont quand même montré chez Bean pendant le pré-show du Super Bowl, la date. Moi, j'ai regardé le pré-show de Bean Sport pendant le Super Bowl et ils ont montré la date. D'accord. Moi, j'étais en train de boire. Communiqué. Si Bean l'a dit, alors, nous, on était en train d'interviewer Zach Edwards, on n'a pas vu. Ah bah voilà, c'est vrai que je vous enverrai. J'ai fait un screen, je vous l'enverrai. D'accord, bon, s'ils l'ont dit, alors, c'est très bien. Attends, je vais remettre juste Steph dans le live. Est-ce qu'en parlant des Mousquetaires, est-ce qu'en parlant de la saison des Mousquetaires, est-ce que le recrutement 2026 est terminé maintenant? I know that's a question more for John Booker, but since you're here, is the team has the team signed everybody, every players? I mean, we're still looking for players to sign. We've signed over 50 players, so I would say our roster is mostly set. But as with the number of players on the team and finalizing, we still have to go through camp and all that stuff. So I would say the roster is probably 95% set, but there's a couple more players that I'm sure will come on board. Ok, donc ils ont 50 joueurs ont été signés et 95% du roster a été signé. Il m'en va manquer quelques joueurs, mais bon voilà, on en est là pour l'instant au mois de la mi-février. Est-ce qu'il sait s'il y a des... Alors, c'est une transition par rapport à la FLE. Est-ce qu'il sait s'il y a des joueurs, alors c'est peut-être pas évident de le dire, qui ont été contactés justement par les Paris Lights? Est-ce qu'il sait qu'il a entendu parler de ça ou pas? Nous, on ne sait pas, c'est une question. Do you know if some Paris Musketeers players were maybe approached by the Paris Lights or not? Or other teams from the AFLE? If any of our players were approached by AFL teams? Yeah. I mean, a couple of our players have signed with one of the other new teams in that league. What were they called? The Rams? Yeah, the Alpine Rams. The Switzerland team. Yeah. But that's it. I mean, that's all I know. I don't know anything else. Donc, il y a quelques joueurs qui ont signé au Rams. Encore, on dit quelques joueurs. Je sais qu'il y a de sources sûres Liam Ward qui a signé au Rams. Mais voilà, c'est tout ce dont il n'en sait pas plus.
Okay. C'est tout ce qu'il sait. Do you gonna release a roster rules when you're gonna release the schedule, maybe? Yeah, I mean, I don't know if we've said this before. And again, this goes back to a lot of like better communication. Is the roster. I mean, the roster rules are supposed to be the same as everything we've done before. I mean, that's the way that we have all the teams have operated. All the EFA teams have operated since the end of last season. That the salary cap. I think there's a minor adjustment to the salary cap, but the salary cap, the roster rules, the homegrown territories are all exactly the same as they have been in previous years. Now, again, the great thing about the EFA is that it is the teams together decide a lot of these rules, and we have a competition committee that's head up by the Madrid Bravos team right now, the owners, and so they are very good at organizing the format, the rules, the competition, and then every one of the 9 teams in the EF then has a vote on those rules. So all this will be, I'm sure, announced in official good measure, but a lot of because there's a lot of instability. Yeah, because it's good to know that because, like you see, maybe in the FLE, we already have the roster rules, and it's pretty big change when you compare this to the ELF. So it's a big topic. And actually, in France, when we talk about American football franchise, we talk about Paris Musketeers, Lights. We talk maybe about Monaco, the second French team in AFLE. So there is a lot of topics about the roster rules in the two leagues. So it's good to know that the EFA use the same rules like in ALF. Donc du coup, peut-être traduire. Oui, vas-y. Ouais, donc les règles concernant les effectifs seront les mêmes qu'en ELF. Ça n'a pas changé. En tout cas, c'est pas prévu que ça change. Ce qui est bien, c'est que tout en fait, le fonctionnement de la ligue et ses règles aussi de la ligue sont en fait votées par les équipes, puisque c'est vraiment une ligue qui est dirigée par ces équipes pour le coup. Et donc tout ça, ça a été mis en accord avec, en tout cas, ils ont trouvé un accord entre chaque équipe pour ces règles-là. Est-ce qu'il y aura une communication qui sera faite sur les effectifs et les règles d'effectifs, ainsi que les règles de homegrown, donc savoir qui seront les joueurs nationaux en fonction des territoires. Voilà, tout ça, il y aura peut-être une communication qui sera faite prochainement dessus, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas changé par rapport à l'ELF, et voilà, donc c'est exactement les mêmes règles. Comme je sais bien sûr. Il reste sur 7 Européens, je crois que c'était 7, hein. Je ne sais pas si c'était pas passé à 6 à un moment donné. C'est 6 un peu européens. 6 Européens, 4 Américains, et le reste en joueurs nationaux. C'est ça? C'est ça. Pour le FA, ouais, c'est ça. Okay. Parce que c'est vrai que quand on a FLE, là, c'est plus complexe. Une petite question sur l'expérience fan, parce qu'elle m'a été posée, donc je vais la relayer. Savoir si, alors John nous a dit qu'il y aurait au moins 2 stades donc pour les Paris Musketeers cette saison. Est-ce qu'il y aura une campagne de réabonnement global? Est-ce qu'il y aura possibilité d'acheter un réabonnement sur 6 billets directement? Et est-ce que il y aura des choses particulières mises en place envers les fans qui étaient par exemple abonnés l'an dernier? Et on va terminer là-dessus parce qu'après John doit partir. Yeah, regarding the fan experience, can you tell us a little bit more about this season, how it's going to be played, and regarding the people that had season tickets, the season ticket holders, have you planned something for them? Any communication, any event, anything? Is anything planned for those people? Yeah, a lot of this is attached. Hey. This is the next player for the Paris Musketeers. Yeah. He's the newest recruit. Yeah. It's very good news. Yeah, a lot of, I mean, our communication and strategy around this, a lot of it's going to be tied to our stadium announcement and the schedule announcement. One thing that I think we regret from last season was the strategy around, and we also had the last minute stadium change. So we've spent incredible energy this off season in investigating a stadium situation that one is
the best that we could do for this year, but also we want to be able to communicate to our season ticket holders and our fans a very consistent and strong package so that they know, who we're playing, when, where, and then and basically getting them involved as soon as possible. So some of the things we're thinking about is, inviting all season ticket holders and potential season ticket holders to one of the stadiums at the beginning of the season, doing some community and fan activation events with our players in the stadium. It's something that they do in the U.S. a lot for football, where there's a media day and fans come and select their seats for the upcoming season. They meet the players, they meet the coaches, they see kind of like what a game day could be like for them. So that's something we're working on right now in the background, in conjunction with the announcement of the schedule and of the season. Ouais, donc tout ça est lié en fait à l'annonce du calendrier en fait, tout bêtement. Il y a des choses qui seront prévues une fois que le calendrier sera annoncé, et c'est pour ça aussi que ils ont voulu aussi ne pas se tromper au niveau des stades, hein, donc de bien faire leur boulot de travail de recherche sur les stades qui pourraient être intéressants, qui pourraient proposer quelque chose d'intéressant pour la fan expérience, parce que c'est ce qui était prévu l'an dernier. Alors, il y a eu un changement de dernière minute, ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui ont été qui n'ont pas pu être mises en place à cause de ce changement de dernière minute. Donc, cette saison, le but, c'est vraiment d'avoir une fois que le calendrier sera publié, d'inviter ensuite les comment tu appelles ces gens qui ont les season ticket holders, Les abonnés, merci. Les abonnés, quoi. Oui. Le mec, il sait parler en anglais, pas en français. Bref. Oui, mais c'est vrai que moi aussi, je galère souvent à le traduire ce terme alors que c'est des abonnés. Enfin, les abonnés, voilà, d'avoir un Moi, je parle événement. pas anglais, donc c'est plus facile. D'avoir des abonnés pour les inviter au stade quand les stades seront dévoilés aussi, de les inviter, d'avoir une fan expérience, de rencontrer les joueurs, comme ça se fait un peu aux États-Unis, hein, où souvent il y a des media days où les fans peuvent rencontrer les joueurs et échanger avec eux dans le stade, voir un petit peu à quoi ressemblera plutôt un jour de match dans ces futurs stades. Donc c'est prévu que Paris organise ces choses. Le souci pour l'instant, c'est d'attendre de finaliser les deals avec les stades et ensuite aussi de publier le calendrier. Donc tout ça est lié. Avant de conclure ensemble tous les quatre cette émission, on va remercier John McKeon pour sa présence aujourd'hui. On va le remercier une nouvelle fois parce qu'il nous fait l'amitié de venir très régulièrement expliquer les derniers développements, et on sait que l'intersaison a été particulièrement agitée pour beaucoup de fans en France. On sait que beaucoup ont commencé à dire si ça commence à faire n'importe quoi, on va se désintéresser, et c'est important qu'une personne aussi haut placée dans la franchise parisienne vienne expliquer tous ces développements du foot américain en France. Donc encore un grand merci à John McKeon, qui reviendra très certainement avant le début de la saison 2026, quand on aura tout, le calendrier, les matchs, etc. Encore un grand merci à John. Thank you, John, for coming. It is really important for us, and for the fans to have you come here and give us information about what's happening and how it's happening, because people were starting to raise questions and doubt if there going to be any football being played this season, and it's important for us to to assure them that we're going to have football played this season. And we thank you very much, and we thank you a lot for your time that you take every time to talk to us. I appreciate you guys. And listen, I mean, I'm on the inside and it's hard and confusing. I can't imagine what it's like, to a fan or someone on the outside to see everything that's happening. If there's anything that's true, I would say that it's that, and I hope this has been evident via our social media and our communication, is that, we have been putting this past off season has been basically the most steady and positive offseason for the Musketeers, outside of the league news, but for our team itself. We've had the home of being in Athletica all winter long.
We've had, 20 to 30 players show up, 2 to 3 times a week for our off-season workout program. I don't know if any of you guys seen follow any of our players on social media, but our team, we have a strong core of players. We have a rising group of developmental players that are getting better all off season. They're working together all off season. We brought Zach over early this year because we wanted him to work really closely with all the players together and, spend as much time together, because as with anything with football, the more time you spend together, the closer you become and the better you work together as a team. And I hope you could tell by the signings is that we are signing a very, very strong team this year. So, and part of that work that we're doing on ourselves by playing in a good stadium this year, by having good management, that's running the team, hiring of Nabil, retaining top coach, retaining Jack Del Rio. Jack's coming back. Obviously, everybody knows that. And then the league news that, listen, we're going to be playing Munich. We're going to be playing Nordic. We're going to be playing Frankfurt. We're going to be playing Prague. We're playing Madrid. We're playing the best teams and teams we haven't played before. We've never played Tyrol. We've never played Prague. We've never played Nordic. So, we can't wait to play against Prague because it's going to be Zach Edwards against Jalen. Big game. So I would say the combination of the work that we're doing in the offseason on both the football level and the business side, and then what's happening at the league side where we're going to be playing the best teams every week. There's nowhere to hide. There's no off weeks where you're going to go in and win 50-0. This is going to be the best football that Europe has ever seen, I think. And we're excited to be a part of it and right in the center. And I think, again, I think that Booker and Jack have built a team that can beat anybody, and we want to bring a championship home to Paris. Donc, il nous a dit, alors si pour nous c'était compliqué de suivre ce qui se passait cette intersaison, même pour lui qui est à l'intérieur et qui a les insides et qui a tout, c'était aussi compliqué. Donc voilà, donc il faut comprendre que c'était les montagnes russes cette intersaison, c'était très compliqué, mais ça n'empêche que il est très content du travail qui a été fait cette intersaison. Déjà même au niveau de Paris, c'est beaucoup plus structuré que l'an dernier, beaucoup moins chaotique que l'an dernier, puisqu'il y a 20 à 30 joueurs qui se présentent chaque semaine, 3 fois par semaine pour le programme de l'intersaison, pour le programme athlétique de l'intersaison. Donc, ils bossent ensemble, ils font de la muscu, du cardio ensemble, et ils travaillent en fait tout simplement ensemble. De toute façon, on le voit sur les réseaux, pour ceux qui suivent les joueurs, qui sont chaque semaine, plusieurs fois par semaine, à Athletica, en train de travailler et de bosser. Ils ne sont pas juste là en train de profiter de la life. Et donc, en fait, tout ça, c'est très important et c'est super excitant pour la suite. Même la Ligue, on sait que cette Ligue va proposer des matchs très intéressants. Encore une fois, on va jouer Munich 2 fois, on va jouer Nordique 2 fois, Madrid 2 fois, Tyrol 2 fois. Donc, on va jouer du très bon football, peut-être même le meilleur football que de l'histoire en Europe. On va jouer des équipes qu'on n'a jamais rencontrées, comme l'a dit John, on n'a jamais rencontré des Raiders du Tyrol, on n'a jamais joué contre Nordique. Il y a des équipes qu'on n'a jamais rencontrées. On n'a jamais joué contre Prague, et en plus Julien l'a bien noté. On verra justement une opposition de choc entre Jalen Henderson et Zach Edwards potentiellement. Donc cette saison, une fois à Paris, une fois à Prague. Donc tout ça, on est content parce qu'on va revoir Jalen Henderson. On est très content de revoir Jalen Henderson. On voit dans le chat, on est aussi très content de voir le chat de Julien. Un des chats de Julien, puisque je crois qu'il y en a plusieurs. Et donc, non, tout ça, c'est le boulot qui a été fait cette intersaison qui fait que voilà, cette ligue nous proposera 2 beaux matchs, et Paris à monter un roster XXL. On sait que on a gardé Jack Del Rio, on a repromu entre guillemets John Booker au poste de coordinateur offensif, et les signatures font que les joueurs signés font que voilà, on va avoir encore une meilleure équipe que l'an dernier. Et le but de tout ça, bien sûr, le but ultime de tout ça, on le connaît tous, mais c'est de ramener la coupe à la maison, comme dirait l'autre.
Mais encore merci à John et nous on va conclure ensemble. Thank you for everything, Thank you, John. Thanks, John. Thank you for everything. Thanks, guys. Les amis, on a quand même appris des bonnes choses pendant ce podcast, mon Wake, mon Jus Pas mal de et choses mon intéressantes, Steph. hein. Déjà, des choses intéressantes sur les développements de la Ligue, les 2 stades, Et donc, minimum les qui sont télés, confirmés donc, la diffusion. On peut pour déjà Paris. imaginer ce que c'est Une de diffusion, programmer une saison dans 2 stades Diffusion, différents. c'est signé en plus, il l'a dit, c'est fait. C'est Donc, déjà un partenaire, et c'est vrai qu'à mon avis, il y en aura plusieurs. Le LF était bon dans ça, et je pense que ça passait par de toute façon bosser un peu avec là où tes franchises étaient installées, c'est d'aller chercher plusieurs partenaires de diffusion. Donc au moins il y a de l'offre pour les. Ce qu'il a dit, c'est le côté, tu sais aussi. Donc, il a parlé effectivement du système payant. Il n'a pas pu s'étaler sur le sujet, mais il nous a parlé aussi de l'option, une possibilité de chaînes gratuites. Ça va être difficile sur des chaînes gratuites. Non. Donc, il y a des matchs qui seront, ce qui n'existait pas l'année dernière. Pas du tout. Donc là, je pense qu'ils ont compris. Du côté de l'Allemagne et tout, oui. Qui va y avoir une médiatisation. Ça ne passera pas par un abonnement. On n'est pas rentré dans les détails. Déjà, c'est de savoir s'il y a des partenaires de diffusion, parce qu'après, on peut rentrer dans les détails. C'est est-ce que vous aurez 1, 2 commentateurs, quelle langue et tout. Ça, j'ai pensé à ça aussi, mais c'est trop tôt. Il va pas nous répondre. C'est clair. Tu sais, c'est comme la formule. On lui avait mis, rappelle-toi, il nous avait dit que ça avait été très intéressant d'ailleurs. On lui avait parlé de la possibilité de remettre en place le pass par équipe. Oui. C'est-à-dire que les gens qui étaient supporters d'une équipe voulaient prendre le pass de la saison. Lui, il avait dit que c'était hyper intéressant et qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il voulait mettre en place. Est-ce que ça va être possible ou pas? Ça va être trop tôt parce que tu vois, il peut pas annoncer ce qu'il a signé. Donc, on pourra pas savoir. Un des partenaires, ça pourrait être Fubo TV, vu que c'est le gars. C'est pas ça peut, ça sera. À mon avis, il va pas aller avec un autre. Enfin, ça serait, je comprendrais pas, en fait, tu vois. Si le gars de Londres vient avec son pognon et c'est aussi eux, en fait, ils prennent le temps de mettre ça en place et de voir, en fait, comment ils vont le vendre, toi. Et donc, pour l'instant, c'est sûr que il y a beaucoup de progression à faire là-dessus. Mais au moins, faut s'assurer que, avec tout ce qu'on parle, qu'on puisse regarder aussi les matchs dans de bonnes conditions, quoi. Mais ce que je retiens aussi, c'est que, tu vois, en fait, la façon dont il parle de la diffusion et des contrats de diffusion qui sont des contrats, des legacy contracts qui sont en fait avec des partenaires ELF, moi, je pense qu'il parle aussi très clairement de DAZN et je pense que le but de l'UEFA, c'est de trouver une façon de sortir de l'UEFA et de DAZN, de sortir de ce contrat avec l'ELF, parce que le problème qu'on a, c'est que l'ELF a signé un contrat de 8 ans l'an dernier avec DAZN. Et le problème qui se pose, c'est que comme le LF n'a pas encore coulé, et le contrat il est encore valide. Donc il va falloir trouver une solution, mais ça, vous inquiétez pas. Est-ce comme je disais à quelqu'un en plus cette semaine, je disais, ok, les équipes sont sous contrat. Peut-être que les équipes sont sous contrat, mais je dis, il y a toujours une façon de sortir d'un contrat. Et ça, c'est quand tu payes les avocats qui trouvent une façon de sortir d'un contrat. Quand une des parties et qui n'est pas que les équipes, n'a pas respecté les termes du contrat. Ça, c'est un truc que les fans sur les réseaux, vraiment, ils comprennent bien, c'est que le LF n'a pas respecté plein de contrats, justement. Et en fait, il n'y a aucun doute. Quand je lis les commentaires, que ce soit des fans allemands, des fans anglais, des fans français, les gens sont assez rassurés sur le fait que le LF va prendre cher, parce qu'en fait, elle peut dire qu'elle a des équipes sous contrat, et en plus, ça s'avère faux. Mais eux qui n'ont pas respecté les leurs, tu as des anciens employés de l'ELF, des gens qui ont bossé sur les stats, des gens qui ont bossé à la production des matchs. Tu vois dans les commentaires, il y a des gens qui ont bossé pour l'ELF qui viennent réclamer leur argent dans les commentaires. Non, mais ça m'étonne pas. Oui. Mais tu sais, c'est pour ça que je pense que DAZN, pour rejoindre un peu ce que chacun dit là, dans l'intérêt de DAZN, ils ont tout intérêt, eux aussi, à discuter avec l'élément de l'UEFA. Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau de l'ELF, leur pognon, ils ne le récupéreront pas. Ça va être compliqué. Parce que il a planqué l'argent. Hein, voilà. Garder le contact, parce que tu as aussi beaucoup de fois dans le LF ou dans plusieurs franchises, il y a eu des fois plusieurs changements de propriétaires, que ce soit Berlin, les équipes en Suisse. La chance, là, c'est que le FA, tu es sur des franchises stables où c'est les mêmes groupes de proprios, donc tu gardes aussi cette continuité dans le dialogue avec tes partenaires. C'est que les mêmes gens avec qui tu parles depuis 3-4 ans, mais c'est juste une autre ligue, hein, donc c'est bien. Non, je n'essayais pas de parler, je voulais juste dire que DAZN est le... Oh non, je ne suis pas le chef. J'attendais, il avait du temps. Mais non, c'était juste pour dire que de toute façon, on n'est pas dans le contrat de DAZN, mais il est évident que
quand ça a été signé, il y avait une qualité de prestation qui devait être fournie par le LF et qui ne sera pas possible cette année. Donc de toute façon, le contrat à un moment ou à un autre, comme l'a dit très bien Waïk, une fois que tu as un bon avocat qui s'en charge, il va devenir caduc. Ce contrat de diffusion-là, c'est évident, puisque de toute façon, le LF n'aura pas de match à proposer. Et voilà, il n'y a rien. Que veux-tu que DAZN diffuse? Là, tu vois, j'ai même tweeté pour dire, parce qu'il y a un mec qui a parlé de ça sur le Reddit et je l'ai repartagé en tweet, c'est dire, si vous êtes, je le dis là parce que peut-être au moins ça passera encore ailleurs, c'est que si vous avez pris un abonnement Game Pass EF DAZN, pensez à vous désinscrire du renouvellement automatique, parce que si vous êtes prélevé et tout, ça peut poser des problèmes. Donc, moi, je les active bien. On va éviter de renvoyer de l'argent à l'ELF alors qu'il n'y aura pas de saison. Karajika. C'est vrai que c'est un bon conseil. Excellent conseil. Tous. Oui, excellent conseil. Désabonnez-vous, non pas de DAZN, on n'a rien contre DAZN. Non. C'est les Robins et compagnie chez DAZN. Mais c'est vrai que du renouvellement automatique, et peut-être qu'après il y aura une offre qui sera faite avec DAZN et l'EFA, par exemple, si jamais ça se signe. Et dans ce cas-là, vous vous réabonnez si vous le voulez à l'EFA. C'est toujours bien de se protéger en tant que client, consommateur de tout ça, quoi. Oui. Tout à fait. C'est un très bon conseil. Un conseil qui m'a l'air tout à fait avisé. Et donc, nous aurons, et ça, c'est l'autre info, au moins 2 stades. Donc, il y aura du changement. Tout ne sera pas à Bobin, cette année. Peut-être qu'il n'y aura rien du tout. Ça, on n'en sait rien. Mais, en tout cas, il y aura au moins 2 stades, pour les Paris Musketeers cette année. C'est ce qu'il avait déjà dit, ça. Il nous l'avait déjà dit, mais il nous l'a juste confirmé, en fait. Je voulais savoir il a dit quelque chose. Vas-y, il a dit quelque chose en plus entre les lignes. Il a dit que qu'il y avait des stades avec dans lesquels des équipes de foot jouaient, et donc il fallait un peu de pelouse. Moi, je veux pas dire, mais au stade Robert Bobin, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'équipe résidente en football. Moi, j'ai plutôt pensé à la première option, dont on avait parlé à l'intersaison dernière. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Une certaine option avec une équipe de soccer qui sera en couleur vert et blanche. Voilà. Non, mais après, voilà, rien ne nous empêche d'en parler, en fait. Spéculation, parmi les options, clairement, il y a le Stade Bauer. Est-ce que ça va se faire? Ça, on ne sait pas. L'acteur qui rentre en compte, c'est le fait de plusieurs slides depuis, en fait. C'est l'option préférée des fans des mousquetaires parisiens, si j'ai bien compris. Tous les gens qui habitent à Paris veulent aller au Stade Bauer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, c'est une possibilité. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, parce que comme Bobin a toujours une possibilité aussi. Parce que c'est pas Paris, les mousquetaires ne sont pas la seule équipe à vouloir jouer là-bas. Non, c'est ça. Donc on verra. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres terrains en herbe à Paris, mais c'est vrai que vu la taille de la franchise et voilà le nombre de fans, etc., le stade qui fait le plus sens entre guillemets pour recevoir en tout cas les Paris Musketeers, c'est le stade. Bon, après, est-ce que ça va se faire? Ça, je ne sais pas, mais ça fait partie des options et il faut garder à l'esprit, comme l'a dit John, il y aura 2, et si j'ai bien compris, peut-être même 3 stades cette année. Donc préparez-vous à voyager dans Paris, mais voyager quand même. Enfin, dans Paris, dans la région parisienne. Bon, l'explique aux gens, c'est un truc qu'on a déjà vu en ELF chez plusieurs franchises ces 5 dernières années. Donc en fait, c'est pas un truc nouveau pour Paris. Ils ont vu que ça s'est fait ailleurs. Tu sais, eux vont devoir le faire sûrement peut-être une ou plusieurs saisons. On peut spéculer, mais on voit qu'ils veulent maintenir un standard de réception du public. Le tailgate à Robert Bobin était quand même sympa. Et là, c'est de dire, si vous, en plus, les gens qui vont aller chercher un abonnement là bientôt, on prendra le temps de bien vous recevoir avant la saison et que vous soyez bien installés dans les 2 stades. Tu sais, c'est clair, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de... C'est pas un problème, ça, en fait. Si tu veux, le principal problème aurait pu être, et ça, la question lui a été posée, il a dit, c'est que le tailgate qui était hyper bien fait, c'est l'animation autour. Quel que soit le stade, tu sais, ta fanbase, elle va te suivre. Hein. Si tu proposes un produit de qualité à chaque fois, après, là où ça pose un problème, et là où je pense que c'est là peut-être que tu vas aller, Flamme, c'est l'identité. Quelle identité tu donnes ou comment tu t'identifies, comment les gens s'identifient à un lieu. Maintenant, c'était la place factuelle. Parce que, par exemple, à Jean-Bouin, t'as pas la place du fait de la ça joue avec le Parc des Princes. Totalement. T'as pas la place pour faire un tailgate dingue avec des jeux gonflables, avec des machins tout, parce que t'es en plein Paris. Enfin, t'es sur. Il y a pas loin de le parvis, un petit peu le parvis là où il y a les arbres là, et c'est tout. Hein.
Mais voilà, grosso modo, t'as pas la place comme à Bobin de faire un truc gigantesque avec du merchandising, avec des jeux gonflables, avec des jeux et avec des food trucks, avec des machins tout. Parce que t'as le Parc des Princes juste à côté. C'est un truc très simple, hein, il suffit d'imaginer que au mois de juin ou au mois d'avril, au mois de mai, la saison de Ligue 1 n'est pas terminée, que tu tombes un jour d'un match des Mousquetaires à Jambouin, si jamais c'était à Jambouin, on sait que ce sera pas possible, hein, parce qu'il y a les nouveaux, il y a le nouveau propriétaire de stade et tout, mais il suffit que t'aies un match à Jambouin avec un match au parc en face, et puis c'est pas possible de faire un tailgate, tout simplement, tu vois. Oui, mais là, au Bauer, c'est le même problème. Hein. Oui. Bauer, il y a pas de ça. Il l'avait un peu évoqué, ça, je crois, qu'on l'avait reçu la dernière fois. Il avait dit, de toute façon, c'est ça. Il voyait justement, en fait, où le truc, c'était que même si on a joué à Bobin l'année dernière au lieu de Jambouin, il y a eu une expérience qui a été amenée. Est-ce que tu peux conserver cette expérience, peu importe où tu vas, si ce n'est plus Bobin ou Jambouin? Donc, tu vas 10 minutes, tu vas, je sais pas, à Charlity et Bauer, disons que tu prends 2 stades différents dans la saison. Est-ce que tu peux conserver ce que tu as mis en place, que ce soit un petit tailgate, les expériences fans, tout ce que tu mets en place avec les Saints? Sûrement que les Saints, ils leur posent les questions. Vous, c'est quoi que vous êtes en capacité de mettre en place en termes de club UEFA? Totalement. Et si nous, on vient, qu'est-ce qu'on peut proposer? Ils leur disent, ça, vous allez pouvoir le faire, ça, vous n'allez pas pouvoir le faire. Et quand on voit que là, il va y avoir une montée en puissance, il y a le kick-off avril-mai UEFA, la saison va se terminer avec une finale fin août, début septembre. Et fin octobre, vous avez le match NFL. Donc en fait, il y a tout qui va s'enchaîner. Les gens qui regardent les Mousquetaires vont regarder les Mousquetaires. Ils vont avoir leur saison NFL qui commence. Et tu te dis, c'est bien. J'ai vu que les Saints sont venus. On peut imaginer, on a quand même eu Demario Davis qui est venu pour le match du 14 juillet l'année dernière. On peut imaginer, à mon avis, que s'il y a un match qui se cale sur un bon week-end en France niveau festivités, il y a encore peut-être un joueur ou deux qui viennent. Il y a des festivités vraiment encore plus grosse du fait de la venue des Saints en France, et là que tu es sur une période, on va halluciner, on n'a jamais vu ça, comme disait, ça fait 30 ans qu'on en parle, là ça fait surtout 5 à 10 ans avec les matchs internationaux qu'on est en liste d'attente, et là ça y est, quoi, la NFL l'année prochaine c'est all-in sur un international, quoi. Donc c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, ça va être je pense, l'une des premières, si tu regardes en France, hein, parce qu'en France, en Europe, c'est peut-être l'une des premières années, si ce n'est la première, où si tu pars du mois de janvier et que tu vas aller jusqu'au mois d'octobre, tous les mois, tu vas avoir du foot américain en France. Tous les mois, toutes les semaines. C'est-à-dire que 10 mois, voilà, tu vas te suivre, il n'y aura pas de temps mort. Quand quelque chose va se terminer, hop, tu vas enchaîner sur le reste. Et ça, c'est du jamais vu. Et je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de la chance qu'ils vont avoir de pouvoir vivre ça. Et notamment, effectivement, ce fameux match NFL en France. Quoi qu'en disent les gens, l'affiche, je vais vous dire honnêtement, on en a assez parlé entre nous, exactement, on s'en fout. Il faut bien prendre conscience de l'importance de l'événement. Voilà, c'est pas l'affiche qui est importante, c'est l'événement en lui-même. La NFL, et croyez-moi que si la NFL vient une fois à Paris, il ne viendra pas qu'une seule fois à Paris. Ça, soyez-en sûrs et certains. Et ce qui est important, c'est que de toute façon, la meilleure équipe NFL, on est sûr, jouera. Donc c'est déjà une bonne chose, une bonne information. Ils ont vu la NBA et la WWE faire des événements, même l'UFC, je crois, faire des trucs exceptionnels en France. Enfin, ils savent qu'il y a un public. Mais oui, et ça, tu dis un truc super juste. Tous les autres organisations de sport américains qui sont venues faire des événements en France, toutes, et on va même aller ailleurs. Le catch, qui est la WWE qui est venu en France, ont halluciné sur la réaction des Français et la fanbase qu'il y avait. Croyez-moi que la NFL, ils sont loin d'être cons. Ils ont mis du temps, certes, mais là, maintenant, ils ont compris. Et avant que les critiques pleuvent sur l'annonce des 2 stades, machin, comme Jules l'a rappelé, c'est quelque chose qui se fait énormément, qui se faisait en Allemagne, notamment l'an dernier avec le LF. Même Hambourg, qui était une des plus grosses équipes, l'a fait. Hein. Non, mais parce que je vois déjà venir, les Paris Musketeers sont pas compétents parce qu'ils peuvent pas se fixer dans un seul stade et tout. La question du repos de pelouse est une vraie question. C'est des choses qui sont imposées, notamment par la Ligue de football professionnel pour les clubs résidents en soccer, en football européen. Donc que ça concerne le Red Star, que ça concerne le PSG, que ça concerne le Paris FC, tous ces clubs-là, la Ligue impose un temps de repos de pelouse. Donc les Mousquetaires peuvent pas faire autrement que de toute façon, comme c'est une ligue d'été, jouer et se délocaliser, à moins d'aller jouer dans un stade qui n'a aucune équipe résidente. Mais sinon, forcément, la question du repos de pelouse se posera, et ça, ils n'y sont
pour eux, rien. Donc là-dessus, je veux pas les dédouaner de quelconque responsabilité. C'est la réalité. Avant que les critiques viennent pleuvoir sur ah oui l'an dernier, parce que faut se rappeler quand même de l'an dernier comment ça s'est passé. Rappelez-vous, et Wade je pense s'en souvient, quand on a annoncé Bauer, il y a eu des critiques. Oh là là, on va aller jouer à Saint-Ouen, on va aller Dans le machin, c'est la 93, je sais zone, pas machin quoi. tout, dans le 93, on va se faire désosser la voiture ou je ne sais quoi. Quand après on a annoncé Bobin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est oh là là, c'est au bout de la France, blablabla, blablabla. De toute C'est au façon, bout de la France. on l'a- Ça, je pense on que l'a c'est le vu truc qui m'a fait le plus rire, moi. on l'a vu, oui, oui, bon. Alors, tu sais, c'est ma théorie de la terre des lions Ouais, avec mais les t'as raison. Parisiens. Mais t'as raison. Mais ça a été dit en plus. Hein. Donc, je Oui, sais que c'est c'est ça, Québec quand ils l'ont dit. Quoi. les Parisiens, Ouais, t'as l'impression qu'ils emmènent leur enfant en haut du Sacré-Cœur au début à leur naissance et qu'ils leur disent tout ce on qui est peut en au-delà du parler, ça. périph', t'as pas le droit d'y aller, c'est le cimetière des éléphants. J'ai un Euh, truc sur ça après. donc voilà, on sait que de toute façon les critiques vont pleuvoir puisque on l'a vu avec la NFL en France, ça ne va jamais. De toute façon, c'est notre Bienvenue pays, en on est France. comme ça, voilà, on est comme ça. Bon, c'est notre charme aussi, bien évidemment. Mais ça n'ira pas. Donc avant que ça pleuve, on va préciser les choses. Là-dessus, ils n'y sont pour rien. C'est pas eux qui décident. Voilà mon juge. Les Mais choses par contre, sont ce mises qui est d'équerre. important quand même de préciser, c'est qu'en fonction du stade, je crois qu'on l'a déjà dit, la fan expérience et le tailgate sera forcément. On en a parlé pendant que Alors, t'étais on l'a dit quand t'étais On en a parti. parlé pendant que t'étais parti, tu sais, faire je ne sais quoi là. En tab break. Pendant break, ton break, on était là-dessus. Non, mais voilà, Non, mais je voulais le repréciser au cas où les gens ils skippaient, parce que quand je suis pas là, les gens. Oui, mais Au cas où ils seraient partis en même temps que toi. Ils ont c'est ça. skippé. C'est ça. On a lu dans ta tête à distance, on a dit qu'il faut parler du tailgate. Et vous avez parlé de la bouffe aussi, du coup? Non, ça, c'est ton domaine d'expertise. Ah bah, il y aura deux stades. Est-ce qu'il y aura deux expériences de bouffe différentes, sûrement? Oui, non, mais Est-ce qu'il y aura du poulet portugais? Ça. Parce Et à la que, fin, que les gens, Belge ah, on sera peut là aller là-bas, on mange mieux. ce qui était bien à Bobin, en tout cas, c'est que, voilà, malgré tout, on T'inquiète, avait énormément de place. Ça On a finit bien en- mangé. Si ça se fait à Bauer, ou si ça se fait à Il y en a Charleville, pas. si ça se fait Il n'y en a pas à Bauer, Weck. Zizou, dans Paris, il n'y a pas de Ça place. va finir en débat gastronomique après la saison. Ah, on mange mieux là-bas. C'est clair. Il n'y a que Wade qui va râler sur ce sujet-là. Non, mais en fait, le vrai problème des stades parisiens, c'est le parking. Bah oui, Pourquoi on a des c'est mort. Pourquoi on a des beaux destination, tailgates aux etc. États-Unis? Parce que dans chaque Un stade parking, aux États-Unis, il y a un parking énormissime, et le tailgate, Mais il y a là. coach. Quand tu vas à Il y en a l'Allianz pas qu'un. Arena à Munich, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, moi j'y suis allé 2 fois, c'est le parking, il est géantissime. Tu as des possibilités de tailgate incroyables devant et autour du stade. Parce que le stade de l'Allianz Arena n'est pas en plein centre de Munich. Et le problème de Paris, c'est que les stades, ils sont dans Paris. Et il n'y a déjà pas de place pour vivre à Paris. Alors, pour mettre un stade et des places de parking, il n'y a qu'il n'y a pas de parking à Paris. Il n'y a pas de place de parking à Paris. Donc, tu mets un stade, donc encore moins de place. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. T'as peut-être des trucs à bosser, tu vois. Moi, qui suis l'UFL, je me suis un peu renseigné là sur les 3 nouvelles villes en UFL, Columbus, Louisville et Orlando. En fait, t'as pas mal de fans ou de gens de ces villes-là qui sont juste à un moment où les villes ont été annoncées, les gens s'organisaient déjà pour organiser des tailgates, mais que ce soit le tailgate sur le parking ou des événements dans la ville, dans des bars, dans des salles qui permettent Orlando, d'accueillir ils tout vont le le monde. faire à Disneyland. Et je pense que c'est là aussi où il y a un truc à jouer, peut-être, c'est peut-être, je sais pas, tu sais, avoir les jours de match, les week-ends, des trucs dans des bars, des shows, des soirées, des trucs qui rassemblent un peu les fans. Et toi, je voulais rebondir un truc justement sur le fait qu'on a quand même des news sur les stades. Là, on vient de discuter avec John. Du côté des médias espagnols, ils ont fait un podcast avec le GM des Madrid Bravos. Le GM des Tyrol Raiders, pareil, dans les médias autrichiens, il est très actif. Il y a Sean Sultan, le GM des Munich Ravens, qui a fait un podcast avec Fourth Down Fiasco, je crois. Qui a un beau podcast. Non, les mecs de football. Enfin, il y a ces 2 podcasts-là, si vous voulez aussi, qui sont pas mal. Donc, il y a pas mal de GM et de proprios FA en ce moment qui sont dans des médias, quoi, pour parler à tout le monde. Et pareil, tu vois, j'entendais, il y en a, je crois que peut-être pour les Munich Ravens, on lui a posé la question de savoir, est-ce que, vu que ça fait des mois qu'il n'y a pas eu des questions sur les Munich Ravens, il disait, est-ce que les Munich Ravens vont mettre en place des bus pour que les fans voyagent? C'est vrai que, regardez, quand le Rheinfire vient à Paris, il y a quand même pas mal de fans du Rheinfire qui se déplacent. Les Allemands ont un temps d'avance sur ça, niveau logistique, organisation, et ils ont un peu le truc à l'américaine et tout. Donc, c'est aussi des trucs. Pour l'instant, au moins, on a des news. On verra le niveau que c'est. Ils essaient de faire en sorte, et il y a encore de la marge, quoi. Avant le déplacement à l'extérieur, même, tu vois, déjà rien que ça, si à Bobin,
Si mettons, il y a des matchs à Bobin, déjà, si tu facilites le transport des gens, par exemple, en mettant des navettes, en partant de la gare RER pour aller jusqu'au stade. C'est vrai que les navettes l'année dernière n'ont pas été faites alors que c'était prévu et je pense que ça aurait aidé beaucoup de gens qui aient eu une Juste navette ça. alors. Tu as juste à dire aux gens, vous prenez le RERD et ensuite vous êtes acheminés dans des bus spéciaux, des Paris Musketeers. Parce qu'il y a un bus, qui, moi je l'ai déjà pris, qui va de la gare jusqu'au stade Robert Bobin. Mais il faut connaître, le quai, il est pas forcément bien indiqué, etc., etc., etc. Si tu dis, voilà, tu arrives à la gare RER, tu as un fléchage marqué Paris Musketeers, tu montes dans des bus qui t'emmènent au stade, déjà en plus tu peux commencer à te mettre dans l'ambiance, tu peux avoir une expérience un peu sympa et tout ça. Oui, un party bus. Hein, voilà, un party bus. Ouais. Tu vois, tu peux faire ça, t'en mets 2, ouais, si tu veux, t'en mets 2, tu vois, et puis tu t'achemines les gens comme ça, tu vois. Moi, j'ai vu un Américain que je suis pour l'UFL et il est arrivé à Francfort, à l'aéroport, il a vu une pub énorme du Francfort Galaxy à l'aéroport et il a dit c'est génial, il y aurait eu un match, je serais allé le voir. Donc on peut imaginer, bon après ça payer des panneaux comme ça, je sais que c'est assez cher, mais on peut imaginer la puissance d'avoir un panneau publicitaire dans un aéroport, une gare. C'était toi, Jules, qui nous parlait aussi à Madrid des trucs qu'ils avaient fait dans les fast-food. Alors, tu as vu le Berlin Thunder qui faisait des trucs avec des fast-foods, que c'était leur partenaire, c'était KFC, je crois. L'année dernière, c'était les Madrid Bravos. C'est un mec, il a été sûr, dis pas ça, mec. Il va changer d'équipe. C'est où que t'as dit, vas-y. Parce que moi, j'ai dit, j'ai un moyen de transport pour mec, pour faire stade. Stade, c'est un food truck. Un food truck. Ouais, qui veut qu'on vienne le chercher en food truck. Je préviens que c'est une exigence qu'il a. Il m'en a parlé en off. Maintenant, je vous le dis. L'année dernière, les Madrid Bravos avaient des pubs dans les télés, dans les bus, quoi. Donc, c'est génial. Pareil, c'est un coup, déjà, toi, bon, on est à l'ère du numérique. Avoir des campagnes publicitaires numériques, ça a déjà un coup. Donc, déjà, quand tu investis dans le numérique, tu regardes ce qu'il y a dans le physique, est-ce que le physique peut toucher. Et c'est vrai que déjà, bon, quand tu arrivais près de Robert Bobin, tu avais les banderoles et tout. Bon, après, j'ai envie de dire, de toute façon, ça passera par le fait aussi que les fans, faut aussi que la fanbase grandisse pour pouvoir compter sur plus de monde. Parce que tu vois, un des sujets qu'on pourrait même limite en parler 2 heures rien que sur ça, c'est le fait qu'on a une deuxième équipe dans une autre ligue. Si ça aurait été la même équipe dans la même ligue, mais une équipe au sud, on aurait eu tout un truc de rivalité nord-sud. Tiens, nous au sud, on est plus que vous, on a une meilleure fan expérience. Et là, je pense que tu aurais eu un truc, la compétitivité, c'est bon pour les fans, quoi. Peu importe qu'on en parle beaucoup dans le monde de la consommation, machin, des services de streaming, machin, tu vois, la guéguerre et tout. Et là, c'est dommage parce qu'en fait, tu sens que c'est pas une guerre de ligue, c'est un peu plus mauvais pour le business qu'une guerre de territoire. Et on l'a bien vu quand Barcelone, ils se sont fait un peu manger par l'arrivée de Madrid. Donc, il y a beaucoup de questions aussi à se poser sur, tu vois, Barcelone n'ont pas pu suivre le rythme quand Madrid s'est pointé avec un plus gros projet, quoi. Il y a toujours des questions à ce qu'il a dit, dans ce qu'il a dit, pour rebondir sur ce que tu dis, Jus, John, de temps en temps, alors quand il sait, je commence un peu à cerner le personnage, il sait comment dire, il sait mettre des tirs sans les mettre. Quand il a dit, et j'ai retenu 2-3 phrases, quand il dit ça, quand il a parlé justement de l'Europe, il a dit, on va vous proposer le meilleur produit. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à côté, traduction, à côté, ça va pas être top. Nous, on va vous montrer ce que c'est que le vrai foot en Europe. Donc là, il commence à mettre un premier tir. Et il se montre, et là, on rentre dans cette fameuse, pas guéguerre, mais limite un peu opposition. Je vous préviens que nous, voilà ce qui va se passer. Mais j'aime ça, au contraire. J'aime que le gars arrive, il s'affirme, il dit voilà qui on est, ce qu'on va vous proposer. Point barre. Le LF, ils font ça aussi. Ils disent on vous donner la meilleure expérience avec les Hambourg City Watch. Tu sais, le sponsor principal à l'ELF aujourd'hui, c'est Gérard Majax. Voilà, regarde, ou c'est Garcimore. Garcimore, c'est même mieux. Ou je le petit lapin, on fait partie. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Steph. Ouais, non. Regarde, Wake, il est atterré. Wake, il a retrouvé sa tête de Super Bowl. Ouais, c'est ça. Il a remis sa capuce et il est reparti. Il attend que je chante on retourne au Super Bowl l'année prochaine. Bon, les amis, on va se quitter juste avant de se quitter pour repréciser que si vous voulez toutes les news sur l'EFA, sur l'AFL, sur les Paris Slides, sur les Paris Musketeers, etc., vous suivez bien évidemment Wake sur Instagram, t'es sur TikTok aussi, mon Wake? Tout à fait, Thierry.
Voilà, donc sur Instagram, sur TikTok, il y a plein de vidéos, vous verrez, vous aurez tous les développements. Il a plein de news, Wake, faut le suivre absolument. Jus aussi sur Twitter notamment, Spring Football News. Vous avez tous les. En plus, des fois, il vous propose des petits sondages intéressants pour prendre le pouls de la communauté. Donc, n'hésitez pas à interagir avec lui. Mon Steph, bien évidemment, l'Afterfoot US, ce sera avec Mathieu mercredi soir sur YouTube, le YouTube de l'Afterfoot US. Et si vous voulez des infos exclusives sur la NFL, faut savoir quand est-ce qu'il y a des matchs qui se passent en France. Il faut croire les médias français qui, eux, sont à l'intérieur. Tout à fait. Et l'Afterfoot US qui est aussi rediffusé sur la FFA TV. FFA TV. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder les anciens épisodes. Et puis j'associe aussi à cette émission Brice Jacques, André Coquin, Big Jack TV, qui fait aussi un gros travail sur le football européen. Voilà pour toutes les équipes qui travaillent avec nous pour ce podcast. Merci les amis d'avoir été là. On se retrouve à tous. pour parler des Paris Musketeers. Et encore une fois, si les Paris Slides veulent venir, eh ben, la porte est ouverte et ils ont droit eux aussi de venir dans l'émission. On les accueillera avec le plus grand plaisir. Salut les amis, on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.